Bonjour Bonjour. Elisabeth, bonjour Juliette, encore un grand merci à vous deux d'être là pour ce live, pour ce premier live simultané Plaza Manao pour cette édition qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui cette année est placée sous le thème de la mixité dans les métiers du numérique et de la tech. Alors, un grand merci à vous deux. Déjà, ce qu'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui, c'était, voilà, déjà de se retrouver autour d'une conversation un peu informelle, un peu, voilà, entre nous, avec nos collègues salariés du groupe, mais pour en savoir un petit peu plus sur vous, sur les raisons qui vous ont amené, d'une part, à intégrer, voilà, ces sujets et ce monde du numérique et de la tech, d'un côté, et puis aussi de connaître aussi cette fibre littéraire et artistique d'auteur que vous êtes toutes les deux. Et donc voilà, on avait à cœur de pouvoir partager tout cela avec vous. Donc, avant de commencer sur ces échanges, je voulais déjà rappeler aux personnes qui nous regardent et nous écoutent que ce live est donc disponible maintenant sur le Plaza Journée internationale des femmes et sur Manao en simultané encore une fois. Vous pouvez poser vos questions en direct sur Plaza et sur Manao en commentaire et nous tâcherons d'y répondre en fin de séance. Alors, pour commencer déjà, mesdames, ce que l'on se pose comme question naturellement et parmi les gens qui vous écoutent aujourd'hui, c'est ce qui vous a amené l'une et l'autre à vous intéresser au numérique alors que votre parcours ne vous y prédestinait pas forcément à l'origine. Alors, si tu veux commencer, Elisabeth, par nous raconter ton parcours. Merci encore, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. Alors, pourquoi le numérique? J'ai rejoint Orange il y a quelques mois à peine après une petite vingtaine d'années dans le monde du journalisme, dans les médias, la télévision plus particulièrement, avec de nombreux reportages et émissions sur le terrain, sur le continent africain notamment. Et c'est vraiment là-bas que j'ai vu la puissance transformante, positive du numérique. Une anecdote personnelle, donc je suis franco-camerounaise et dans mon village, pendant quelques années, le seul endroit où on captait le réseau, c'était devant l'église. Donc les gens disaient que c'était un don de Dieu. Mais ça avait, je voyais l'impact réel déjà que ça avait. Un exemple, une urgence médicale, possibilité d'appeler en ville, faire venir une voiture, transporter le malade. Bon, voilà, ça c'est une anecdote personnelle. Mais sinon, j'ai vu surtout, voilà, comment le mobile, le développement d'Orange Money a permis la structuration de petites entreprises avec un vrai pouvoir d'achat à la clé pour des commerçants. Donc, je crois que c'est ce qui m'a donné envie de franchir le cap et de rejoindre cette belle maison qu'est Orange et qui porte les engagements que j'ai portés dans ma vie professionnelle précédemment, la lutte contre les inégalités, contre les discriminations, l'inclusion de toutes et de tous, la lutte contre le réchauffement climatique et pour tous ces engagements, le numérique est un facteur démultiplicateur de passage à l'échelle. Voilà. C'est vrai, merci. On a bien conscience de cette notion essentielle du numérique aujourd'hui, effectivement, dans la vie de chacun. Cette crise sanitaire nous le démontre encore plus. Alors, heureusement ou malheureusement, on y voit des opportunités aussi, et c'est peut-être ça qu'on va retenir. Et toi, Juliette, du coup, je crois que c'est chez Orange que ce coup de foudre pour le numérique s'est opéré. Oui, effectivement. Donc, déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et effectivement, donc, j'ai découvert le numérique lors d'une première expérience déjà dans un cabinet de conseil en innovation. Et par la suite, j'ai effectué une première année d'alternance au sein de TGI, donc chez Orange. Et donc, j'ai eu l'opportunité de découvrir des sujets d'innovation portés par Orange qui m'ont passionnée, et notamment le programme Supercodeur. Donc, j'ai eu le plaisir en fait de pouvoir apprendre le code informatique et la robotique à des enfants et à des adolescents.
Et en fait, c'est lors de cette expérience que l'intérêt pour la mixité, notamment au sein des métiers du numérique, est apparu. Donc, une petite anecdote, avant en fait une formation, pendant le salon Viva Technologie, un coach m'a dit de faire attention quand je formais un garçon et une fille, quand il y avait un binôme, parce que le garçon avait tendance à monopoliser la souris au détriment en fait de la jeune fille. Et donc voilà, ça a été une expérience vraiment qui m'a marquée. Et après, j'ai poursuivi en me posant des questions par rapport à cette problématique de la mixité au sein des métiers du numérique. Et finalement, c'est cette succession d'expériences qui fait qu'aujourd'hui, le numérique est le fil rouge qui guide en fait mes choix professionnels. Voilà. Oui, donc c'est quand même quelque chose qui a été structurant dans cette partie de ta vie aussi et dans la façon dont tu évolues. Et justement, c'est ce qui est surprenant, c'est du coup, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur ce sujet? Qu'est-ce que l'écriture a pu t'apporter aussi en parallèle? Parce qu'on a l'impression que ce sont quand même deux domaines qui sont assez éloignés au demeurant. Donc, éclaire-nous un petit peu sur ce cheminement que tu as pu avoir. Oui, donc ce livre en fait découle de mon mémoire de fin d'études et c'est un travail qui m'a permis donc de prendre du temps d'analyser en profondeur la problématique du manque de représentation des femmes au sein des métiers du numérique. Et finalement, le fait de publier ce livre, ça permet également de mettre en lumière davantage ce sujet. Et je pense qu'à travers l'écriture de ce livre, j'avais en fait le sentiment de déjà d'apporter ma pierre à l'édifice à ce sujet. Et j'espère en fait que ce livre inspirera des jeunes femmes, des femmes, mais aussi des hommes. Bien sûr. Et du coup, l'écriture, justement, d'arriver alors entre cette thèse et l'écriture d'un livre, au final, est-ce que ça t'a apporté toi personnellement, voilà, sur cet exercice de rédaction et voilà, de construction, quelque chose à titre, j'allais dire extra technique, qui t'a permis aussi de te construire ou de développer d'autres choses chez toi? Alors oui, je pense que personnellement, donc c'est un travail, donc c'est une passion, je pense aussi. Oui. Donc j'aurais jamais pensé de ma vie écrire un livre, et c'est donc déjà une très grande fierté. Après, je pense qu'au niveau personnel, donc voilà, c'était un engagement. Mon entourage m'a beaucoup soutenue donc c'est un peu une épreuve aussi parce que voilà, ça demande beaucoup de rigueur, de relecture, etc. Et donc ça a été un long chemin de 3 années pour arriver à cette publication. Donc le livre qui a été publié il y a un mois, mais je pense que c'est une épreuve personnelle et professionnelle aussi. Je pense parce que du coup, c'est pour servir aussi une multiplicité d'acteurs qui évoluent au sein du métier du numérique. Ouais, alors vraiment bravo, bravo à toi pour cette belle réalisation. Et du coup, je t'adresse également cette question, Elisabeth. Tu as toi-même écrit déjà plusieurs ouvrages. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi aussi sur ce qui t'a amené à cet aboutissement? Encore une fois, hein, je pense que entre y penser, y réfléchir, avoir un sujet qui nous tient à cœur et de passer au stade de l'écriture, je pense que voilà, il y a quand même un chemin, un parcours assez complexe. Donc, qu'est-ce qui t'y a, toi, amené? Alors, avant de répondre à ta question, Naïma, je commencerai par féliciter Juliette parce que son livre est remarquable et qu'il devrait servir de support dans les collèges, dans les lycées, parce qu'on voit bien que les biais s'installent déjà, sont déjà bien installés à ce moment-là. L'anecdote que tu viens de citer en est la preuve. L'écriture est venue assez naturellement. Pour moi, venant donc du journalisme, j'ai fait un peu de presse écrite, même si j'ai fait beaucoup de télévision. C'est l'écriture, déjà, c'est le temps long dans un monde où tout va de plus en plus vite et où un événement en chasse un autre. L'écrit reste et c'est un temps long. Ça permet de développer des idées et cet espace littéraire que je me suis créé, c'est à la fois un petit jardin secret parce que quand on écrit des romans, enfin je dis petit, non, immense jardin secret parce que c'est un grand espace de liberté. C'est aussi
la littérature s'inscrit dans la continuité de mon chemin parce que j'ai choisi les médias parce que j'avais envie de faire bouger les lignes, de susciter des prises de conscience sur des sujets qui me tiennent à cœur, la mixité, la diversité dans les origines, l'Afrique et le regard que l'Europe peut parfois avoir sur ce continent plein d'opportunités, l'inclusion des personnes autistes, autant de thèmes qui me tiennent à cœur. Et finalement, chez Orange, j'ai vraiment l'impression de poursuivre, d'être dans l'action. Donc, il y a le temps de la réflexion, le temps de l'action. Les deux peuvent s'entremêler. Bon, en ce moment, je ne vous cache pas que je n'écris pas une ligne parce que mon job est très intense chez Orange, mais il y a un temps pour tout. Et puis les écrits restent et les écrits se partagent. Et quand je vois aujourd'hui que mon premier roman est enseigné dans les collèges, dans les lycées au Cameroun, c'est une énorme fierté. Quand je vois que le récit que j'ai fait de mon parcours et celui de mon fils autiste Asperger a pu aider de nombreuses familles qui étaient dans la même errance et les mêmes difficultés que j'avais pu vivre. J'ai pu leur apporter des solutions, du soutien à travers ce livre. Et donc voilà, c'est aussi le sentiment d'être très utile. Voilà. Ouais, un grand merci. Et je pense que tu as raison, c'est cette capacité d'avoir un objet, entre guillemets, dans lequel on partage aussi, voilà, son histoire, sa vision et toutes ces choses très fortes. Et pour en venir peut-être, effectivement, Juliette, si on ne devait retenir qu'une idée ou l'idée la plus forte que tu voulais partager de ton livre, parce que encore une fois, hein, on parle bien de cette thématique de la mixité aujourd'hui dans les métiers de la tech, qui est un enjeu fort hein, pour le groupe Orange. Encore une fois, pour rappel, le groupe s'est fixé comme objectif à horizon 2025 de compter 25% de femmes dans les métiers de la tech et du numérique. Ça n'est pas un enjeu déjà anodin, et puis c'est une véritable gageure. Hein. On va voilà tenter évidemment avec le lead et le soutien d'Elisabeth d'atteindre ces objectifs. Mais toi, justement, qu'est-ce que tu voudrais faire émerger en particulier comme idée à extraire de ton livre, à retenir de ton livre? Ouais, alors déjà, je suis partie du constat de la sous-représentation des femmes au sein des métiers du numérique, avec seulement 33% d'entre elles qui évoluent au sein de ce secteur. Et j'ai pu analyser la manière dont des initiatives privées et publiques reconfigurent le secteur du numérique en tant que lieu de pouvoir et de savoir. Et donc, par pouvoir et savoir, j'entends en fait, par exemple, un secteur qui est marqué par l'effet Mathilda, qui renvoie en fait à la minimisation, voire à l'effacement de la contribution féminine à l'avancée des sciences et des technologies. Et j'ai par exemple pu étudier la manière dont des initiatives vont essayer de mettre en lumière ces femmes expertes du numérique de l'ombre. Voilà, je pense que si quelque chose à retenir, surtout, c'est qu'il n'y a pas une femme du numérique, il y a des femmes du numérique. Donc voilà, qu'il faut s'affranchir de tous ces stéréotypes et préjugés. Oui, tu as parfaitement raison, et d'autant plus que l'autre engagement très fort du groupe, c'est bien sûr la force de cette mixité. Hein. On ne dit pas que les femmes avant tout, et comme on l'avait évoqué à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, c'est que ça n'est pas un sujet de femmes uniquement, mais bien un sujet mixte et qui concerne chacun d'entre nous. Et comme on le dit, les hommes font partie de la solution et non pas du problème, donc on compte sur chacun d'entre eux et d'entre elles pour s'inscrire et agir dans ce sens. Alors, je vais revenir à vous et encore une fois continuer à mieux vous connaître. Je voudrais savoir quel type de femme ou quelle femme engagée êtes-vous? Je sais en tout cas, Elisabeth, que tu as de nombreuses actions et engagements, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces sujets-là? Alors, l'essentiel de mon engagement aujourd'hui est au sein du groupe Orange. J'ai été administratrice d'action
contre la faim jusqu'à très récemment. J'ai choisi tout récemment de mettre fin à mon mandat parce que je ne fais jamais les choses à moitié et mon job chez Orange aujourd'hui ne me permettrait plus de m'investir suffisamment à mon goût pour dans ce combat, mais je reste adhérente et fervente, un fervent soutien de cette ONG qui fait un travail formidable et c'est vraiment là qu'a eu lieu d'ailleurs ma réelle enfin évidemment nous sommes tous concernés par le climat, mais c'est vrai qu'on voit bien combien aujourd'hui la plupart des bénéficiaires d'Action contre la faim sont des victimes indirectes du changement climatique. Je repense à cette visite à ce chef de village au nord du Cameroun, donc qui est un territoire proche du Nigeria, du Niger, donc le lac Tchad en commun, endroit où sévit Boko Haram, et où ce chef disait écoutez, rendez-nous. Donc, il faut savoir que le lac Tchad a une surface de 10% aujourd'hui par rapport à la surface qu'il occupait au début du XXe siècle. Donc, 90% du lac Tchad a disparu, très concrètement. Et ce pêcheur disait, écoutez, c'est simple, rendez-nous nos poissons et nous rendrons les armes. Donc voilà, il y a cet engagement qui reste très présent. Je continue d'être administratrice du Club 21e siècle, qui est un think tank et un do tank qui promeut la diversité des origines et socio-économiques dans l'entreprise. Ma conviction profonde est que c'est une source de performance et donc le club mène des actions comme le programme Révélateur par exemple, qui est un programme de mentoring pour les jeunes femmes issues de la diversité parce qu'on se rend compte qu'il y a un double plafond de verre, donc des actions spécifiques à mener. Donc voilà, ça fait partie de mes engagements effectivement. Bon, merci. De beaux engagements en l'occurrence et qui rejoignent effectivement tes fonctions aussi aujourd'hui. Hein. On voit que le parcours est effectivement cohérent. Et toi, Juliette, alors, quels sont tes engagements, les éléments, les sujets qui te font vibrer et te donnent envie justement de t'impliquer? Alors déjà, de par la publication de mon livre, je suis une femme engagée sur les problématiques de mixité au sein des métiers du numérique. Et au niveau professionnel, donc j'ai rejoint le réseau Winity for Win d'Orange, donc qui contribue finalement à l'évolution des mentalités en termes de mixité et d'égalité professionnelle. Et dans ma vie quotidienne, je suis une femme engagée à travers des bénévolats sur divers sujets. Donc pour vous donner un exemple, j'ai participé à un projet d'urbanisme collaboratif. Donc c'était un projet de coworking open air dans le quartier de la Place des Fêtes, dans le 19e à Paris. Et donc, l'objectif de ce projet était en fait de repenser l'espace public et d'inclure en fait les habitants pour qu'ils puissent aussi se approprier finalement leur quartier, leur lieu d'espace de vie. Un deuxième exemple, c'est plutôt par rapport à l'accessibilité numérique, donc c'est-à-dire le numérique pour toutes et tous. Et donc, j'avais participé à un hackathon handicap et insertion. Et en fait, avec mon équipe, nous avions pu créer une application pour les personnes en situation de handicap mental et pour finalement les accompagner dans leur quotidien. C'était aussi un sujet que je portais. Et peut-être un dernier exemple donc, pour lequel j'aimerais beaucoup plus m'engager, c'est le Green IT, ou ce qu'on appelle le numérique responsable. Et donc, c'est le fait en fait de tout faire pour qu'on puisse réduire l'empreinte sociale, économique et environnementale finalement du numérique. Donc, par exemple, en luttant contre la pollution numérique. Donc, j'espère pouvoir aussi dégager un peu plus de temps pour m'engager sur ce sujet. Oui, et puis alors pour le coup, je crois que de la même manière, on retrouve un autre point commun puisque c'est l'un des enjeux également du groupe et l'action de la direction de la RSE sur son impact justement sur l'engagement climatique encore une fois et réduire autant que faire se peut ce fameux impact carbone pour le réduire et atteindre le net carbone zéro. Alors, pour continuer dans l'inspiration et dans ce qui vous donne aussi exemple ou en tout cas modèle,
est-ce que vous auriez une personnalité, que ce soit une femme ou un homme, à nous indiquer, une femme qui vous inspire, une femme ou un homme que vous admirez pour son œuvre, pour ses actions, pour d'ailleurs, je ne sais pas, ce qui vous inspire justement par rapport à cette personne. Alors, je te propose, Juliette, de me dire qui te vient en tête spontanément. C'est compliqué, il y en a beaucoup qui me viennent en tête, finalement, mais Il ne faut en je pense choisir qu'un ou qu'une. voilà, si je devais en choisir une, je pense que ça serait Izumi Nakamitsu, qui est la haute représentante au Bureau des affaires du désarmement à l'ONU. Et en fait, j'ai eu le plaisir de travailler au sein de son service en tant que développeuse. Et c'est une femme incroyable, avec une expérience incroyable et qui m'a finalement beaucoup inspirée de par ses qualités d'oratrice, son accessibilité et bien sûr, en fait, son engagement pour le désarmement. Voilà, me vient en tête directement. Merci. Merci. Et toi, Elisabeth, quelle personnalité voilà, suscite ton admiration? Merci de m'avoir posé la question en numéro 2 parce que j'ai eu le temps de réfléchir parce qu'effectivement, c'est pas simple. Il y en a beaucoup. Je dirais Simone Veil. D'abord, la résilience. La résilience, c'est une force qui peut voilà, guider chacune et chacun. Voilà, donc c'est et puis la pionnière, des premières femmes ministres en France, et puis surtout son combat pour la légalisation de l'avortement, qui fait d'elle une icône absolue de la lutte contre la discrimination, les discriminations faites aux femmes et le courage. Il a fallu qu'elle affronte voilà, tout le système, un système masculin, et elle l'a fait avec un courage, une dignité absolument exemplaire. C'est vrai. Je crois qu'elle force l'admiration de toutes et tous. C'est vrai. Merci, merci Elisabeth, merci Juliette. Alors, j'allais vous dire, voilà, j'ai posé les questions que l'on s'était collectivement posées avec d'autres collègues en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait savoir sur vous et au travers de vos parcours. Mais je crois que vous-même, vous aviez des questions à vous poser. Donc, je vous cède la parole maintenant. Et je crois que Elisabeth, voilà, tu voulais commencer et poser des questions également à Juliette. Donc, à vous l'honneur, mesdames. Alors moi, je voulais en savoir, partager un peu plus avec tous ceux qui nous écoutent cet enjeu qui est l'intelligence artificielle dans la mixité justement dans le numérique. Que tu puisses nous en dire un peu plus. D'accord. Donc plutôt sur les biais technologiques qui sont Voilà. associés à ces intelligences artificielles, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pu utiliser des assistants vocaux comme Siri. Oui, c'est ça. Donc, voilà, donc on a plusieurs entreprises technologiques qui proposent des assistants vocaux. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'est que ces assistants vocaux, la plupart du temps, si ces technologies sont pensées et conçues uniquement par des hommes, finalement, on va avoir des biais technologiques, donc des biais aussi sexistes, qui vont se retrouver en fait dans des technologies. Donc les assistants vocaux sont un des exemples. On s'est rendu compte par exemple que déjà ces assistants vocaux arrivaient avec des voix féminines directement, et que finalement si on posait une question à Siri avec la voix féminine ou Siri avec une voix masculine, la réponse était complètement différente et parfois il y avait des sous-entendus sexistes. Et donc le but, en fait, de par le fait d'avoir un numérique qui est créé et pensé par une pluralité de profils, c'est d'éviter, en fait, ces biais technologiques. Parce qu'on ne peut pas les éviter dans le sens où la technologie n'est pas neutre, elle est pensée par une pluralité de profils. Et donc, je pense que le challenge aujourd'hui, c'est d'avoir des bases de données qui soient diverses, qui puissent représenter l'ensemble de la société, et que cette technologie soit pensée par des hommes et des femmes, et pas seulement par des hommes. Sinon, on se retrouvera directement avec des biais sexistes. Merci pour la réponse. Et du coup, j'allais te dire, Juliette, à toi, si tu avais également des questions à poser à Elisabeth. Alors, c'est vrai que je me demandais par rapport, comment tu vois un petit peu aussi l'innovation
en Afrique par rapport à toute ton expérience et ce que tu as pu nous dire, et par rapport aussi aux enjeux d'Orange? Alors, l'Afrique, c'est le territoire de croissance, hein, pour le groupe, indéniablement. Et elle est vraiment présente y compris fortement chez TGI, dans tout l'aspect recherche. Et moi, je suis absolument fascinée voilà, par l'impact que peuvent avoir les technologies digitales en Afrique, y compris dans le domaine de la recherche, comment par exemple on peut développer des applis pour pouvoir statistiques, pour pouvoir analyser très finement grâce aux données, grâce aux données mobiles, l'alphabétisation dans un pays, pouvoir mesurer aussi finalement le suivi épidémiologique et ce qu'on a fait pour Ebola en Afrique. Et finalement, ce sont des technologies qui après nous ont servi pour le Covid. Sur l'Afrique, moi, je suis, enfin, le fer de lance aujourd'hui de l'inclusion numérique, ce sont nos Orange Digital Center, qui sont ces lieux d'apprentissage en continu, d'acculturation au numérique en continu, qui regroupe donc une école de code, qui regroupe des formations à des métiers data, IA, etc., qui regroupe un Fab Lab solidaire, donc l'apprentissage de la fabrication numérique, un incubateur de start-up et éventuellement pour les pépites, une possibilité d'investissement par Orange Venture. Et en fait, on voit l'impact immédiat. Moi, j'ai eu la chance, il y a eu une fenêtre de tir avant à nouveau que tout se referme pour faire quelques déplacements. Et j'ai eu la chance de visiter l'Orange Digital Center de Dakar, qui a ouvert il y a 1 an et demi, et on peut mesurer l'impact immédiat. En 1 an d'existence, 1300 emplois créés, une création de valeur ajoutée de l'ordre de 12 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant dans la tech en Afrique, c'est que il y a toujours un ancrage local très fort. C'est vraiment la tech pour répondre aux premiers besoins des populations. Par exemple, j'ai pu rencontrer un jeune dans l'Orange Digital Center de Dakar qui a commencé par une formation au Fab Lab solidaire et qui a pu développer son projet, qui était un projet de feu rouge intelligent, parce qu'il y a des embouteillages pharaoniques à Dakar, donc notamment par exemple les ambulances ne peuvent pas passer, donc les conséquences peuvent être dramatiques, et puis les conséquences pour l'économie aussi. Eh bien les Fab Labs lui ont permis de développer son projet. Il a monté sa start-up. Et là, il est en phase d'expérimentation avec la mairie de Dakar sur ces feux rouges intelligents. Donc voilà, une application directe, concrète. Et donc, c'est extrêmement valorisant de voir qu'en y mettant un peu de moyens, on a un impact direct sur le développement local. Et ce modèle des Orange Digital Center, qui a été initié en Afrique, va se déployer dans tous nos territoires, dans tous les pays footprint Orange B2C, en France aussi, dans chaque DO. Et ça aussi, c'est très fort de voir comment ce groupe permet la transversalité. On n'est pas dans du descendant, mais voilà, c'est formidable de voir qu'une idée venue d'Afrique, de Tunisie en particulier, puisque le premier EDC a été lancé en Tunisie, irrigue l'ensemble du pays. Enfin, l'ensemble du pays Orange. Voilà, en fait, je me sens tellement chez moi. En fait, Orange est mon nouveau pays. Voilà. Ce sera la phrase à retenir. Voilà. Alors, je voulais vous proposer de vous poser une dernière question à toutes les deux pour passer à celle de des participants à cette séquence. Je voudrais savoir, en fait, si on essayait de se projeter à horizon, je sais pas, à 5 ans peut-être. D'une part, alors peut-être pour toi, Juliette, où te verrais-tu? Voilà, sur quel type, alors je sais pas, de poste ou même de carrière, ou voilà, où te verrais-tu toi dans 5 ans? Alors,
Je pense que je me vois dans... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. D'accord, parfait. Je me vois dans un métier digital et humain chez Orange. Donc par digital, j'entends en fait un métier qui me permettrait de continuer en fait à apprendre des compétences techniques donc liées au numérique. Donc ça peut être sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore l'open data qui m'intéresse également. Et par humain, j'entends plutôt en fait de continuer mes missions d'acculturation numérique, donc que je fais actuellement par exemple au sein de mon entité chez International Careers, ou par exemple ce que j'avais pu réaliser pendant le programme Supercodeur. Donc c'est voilà deux spectres qui m'intéressent, un métier digital et humain, et je pense que je peux trouver avec facilité chez Orange. C'est une combinaison qui fonctionne bien avec le groupe, c'est vrai, c'est vrai. Ok, merci. Et alors toi, Elisabeth, je pensais plutôt sur ta direction, puisque effectivement tu en as pris le lead il y a maintenant quelques mois, c'était en septembre dernier. Qu'est-ce que tu pourrais ambitionner? Qu'est-ce que tu souhaiterais pouvoir partager, annoncer comme réalisation majeure pour ta division dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, ce sera le bilan du plan Engage 2025. C'est vrai. Donc, j'espère pouvoir célébrer l'atteinte de nos objectifs. Donc, si je prends l'environnement, c'est diminution de nos émissions de 30% avec 50% d'énergie renouvelable. Et si je prends la thématique qui nous réunit aujourd'hui, nous nous sommes fixés un objectif de 25% pour les métiers du numérique. Donc, on va tout faire pour atteindre ces 25%, notamment grâce au nouveau programme que nous avons lancé, Hello Women, que nous allons déployer, donc que nous avons lancé en France, mais que nous allons déployer dans d'autres géographies, parce que je suis convaincue que cette mixité va améliorer la performance du groupe. On voit bien, et quand je dis mixité, c'est vraiment, tu disais, Juliette, que les hommes on a besoin des hommes pour atteindre ces objectifs, et je pense notamment à une étude BCG sur les startups qui montre que les startups fondées par des équipes mixtes sont 2,5 fois plus performantes que celles fondées par une équipe exclusivement masculine. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous collectif, et j'espère bien que nous pourrons célébrer cela en 2025. Nous aussi. On a hâte. Bon, en tout cas, déjà, merci pour ces échanges. Je vous propose maintenant de passer aux questions du public, comme dirait l'adage. J'ai une première question de Chancelvi qui a été posée sur Manao. Comment faire? Alors, je pense que c'est une question pour Elisabeth. Comment faire pour accéder au think tank au club du 21e siècle? Est-ce que tu le sais? Oui, il faut postuler. C'est un club qui est ouvert à tous, mais il faut pouvoir montrer son engagement déjà sur ces sujets. Donc c'est un système de parrainage avec donc une lettre, un entretien par un ou deux administrateurs. Et c'est vrai que nous privilégions des parcours de personnes déjà engagées sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment ce n'est pas, certains peuvent en avoir à l'image, comme c'est vrai que le club de ce club, Rachida Dati a été présidente de ce club, Fleur Pellerin, donc certains peuvent avoir l'image d'un club qui sert à réseauter, oui, un peu élitiste, qui sert à réseauter pour des ambitions personnelles. Ce n'est absolument pas le cas. C'est un club où effectivement on doit être exemplaire en termes de soi-même, d'engagement, et puis accepter de donner du temps pour s'engager dans un des différents
projets portés par le club. Donc, j'ai cité le projet, le dispositif révélateur, donc du mentoring, mais ça peut être aussi le pilotage du baromètre diversité, qui est un outil Oui. qui a été lancé par le club 21e siècle et qui vise à mesurer la diversité des origines et socio-économiques dans les instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 dans un premier temps. Donc Orange fait partie de cette aventure, de ce baromètre. Donc après, il faut des gens pour piloter. Donc voilà, il y a toute une série de dispositifs et on demande une implication dans un des dispositifs proposés par le club. Voilà. Bon, merci pour cette première réponse. Alors là, c'est une question sur Plaza, du coup, je ne peux pas vous dire de qui ça vient, mais c'est une question pour toutes les deux. Je pense que c'est une réponse, entre guillemets, subjective de votre part qui est attendue. On voudrait connaître votre avis sur ce que vous pensez de la discrimination positive dans le monde professionnel. Alors, Juliette, si tu veux commencer? Oui. Avec plaisir. Donc, par exemple, dans mon livre, j'avais pu étudier ce sujet de la discrimination positive. Et c'est vrai qu'en interviewant en fait, des étudiantes, elles me disaient que le problème de ça, c'est que finalement, on a un syndrome de l'imposteur, imposteuse. Ouais. Et donc, il fallait vraiment que si moi, ma recommandation serait quand même de passer par des quotas jusqu'à ce qu'on atteigne en fait un nombre de femmes minimum, ou en tout cas un plateau, pour que après, on n'ait plus besoin de ces quotas pour faire venir des femmes. Mais je pense qu'avec ces quotas, il faudrait également qu'il y ait une communication totalement transparente pour pas qu'il y ait ces problèmes en fait de se sentir pas à sa place, que finalement on a été favorisé, etc. Donc, je l'ai ressenti déjà en interviewant des étudiantes et des professionnels qui me disaient que ça pouvait être problématique, mais il fallait en fait que cette discrimination positive, elle soit expliquée, qu'il y a pédagogie et vraiment de l'accompagnement aussi pour les personnes qui du coup, seront issues de cette discrimination positive. Ok. Je sais que c'est un sujet parfois sur lequel il y a débat en tout cas. Donc effectivement, Elisabeth, j'aimerais aussi savoir ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Alors moi, si on prend l'exemple de la politique, sans quota, on serait encore dans une politique majoritairement exercée par des hommes. Donc les quotas, à un moment, il faut les faire, sinon les choses n'avancent pas. Sur le syndrome de l'imposteur, de toute façon, faut être réaliste. Qu'on instaure de la discrimination positive ou pas, les femmes sont toujours, il y a toujours des esprits mal tournés qui penseront qu'une femme n'est pas là pour ses compétences, mais pour d'autres raisons, qu'on instaure des programmes de discrimination positive ou pas. Donc, moi, je n'ai pas d'état d'âme sur la discrimination positive. Il faut effectivement l'expliquer. Et puis, ça s'accompagne il faut être volontariste sur ce sujet, sinon on n'avancera pas. Je vous prends un exemple d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un dans une entité du groupe qui est très, très, très peu féminisée. Très, très peu. Et donc, on parlait d'un process de recrutement où il y a 50 candidatures, une seule femme. Shortlist de 12, c'est la jeune femme est dans la shortlist. Et au final, elle n'a pas été retenue. Alors, moi, j'ai quand même dit, quand on arrive, si elle est dans la shortlist, ça veut dire que elle a des compétences. Qu'elle a des compétences. Donc, quand même, à ce moment-là, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Elle a des compétences, donc pourquoi on la recrute pas Voilà. Et puis. Donc, il faut être volontaire aussi. La discrimination positive, c'est juste se dire qu'à compétence égale, eh bien, on prend une femme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais je pense que là où tu pointes un sujet, je pense, déterminant dans le groupe, c'est aussi d'accompagner. Il faut faire évoluer ces mentalités. C'est quelque chose dont on se rend compte, particulièrement nous, dont c'est le périmètre d'activité en plus. Et du coup, on connaît de nombreuses situations de ce type. Mais Absolument. Oui, complètement, c'est un accompagnement au long cours. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de Wenity. Absolument. Et vous faites un travail vraiment formidable parce que c'est au quotidien qu'il faut
c'est pas pendant une semaine seulement qu'il faut s'interroger sur ce sujet, c'est au quotidien qu'il faut discuter avec les collègues, qu'il faut les convaincre, voilà, c'est un travail de fourmi au quotidien et je vous remercie de le faire parce qu'il est déterminant. Merci pour cette publicité. Je fais une petite parenthèse réclame. Winity, effectivement, qui est le réseau ombrelle d'égalité professionnelle et de mixité au sein du groupe, quels que soient, j'ai envie de vous dire là, les métiers, mais globalement. Et il accompagne et il anime 17 communautés qui sont réparties dans plus de 10 pays dans le groupe. Et ça regroupe plus de 6500 membres aux dernières nouvelles. Et donc, effectivement, rejoignez-nous si ces sujets vous intéressent. N'hésitez pas, Winity, vous le retrouverez également de toute façon dans le replay. Alors, je continue rapidement pour avoir des questions parce que j'en vois plusieurs et puis je vois que l'heure tourne également. Une question. Quand pensez-vous qu'une présidente de la République sera élue en France ? Qui veut répondre ? Je vous laisse le choix. Elisabeth, tu veux Alors, c'est drôle parce que en fait, je viens de finir de regarder le Baron Noir, la série qui est passée sur Canal, que j'avais loupée au moment où elle est passée. Et il y a une présidente femme. Alors, je ne veux rien spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, mais je me disais enfin, et puis ça se termine quand même un peu mal pour elle, quoi. Donc je me dis mince, si même ces séries qui mettent en avant des rôles modèles féminins à des postes de très haute responsabilité finissent par les traiter aussi mal, c'est un petit peu ennuyeux. Donc on n'était pas loin avec Ségolène Royal. Donc moi j'y crois, mais j'y crois. Il faut juste, vous savez, comme pour tout, il faut la bonne personne au bon moment. Il faut une conjonction astrale. Et cette conjonction astrale, le jour où elle arrivera, je pense que aujourd'hui les Français sont mûrs pour élire une femme à la présidence de la République, mais il faut que ça soit la bonne conjonction astrale. C'est ça, il faut que ce soit la bonne candidate aussi. Oui, donc voilà, on passera sur les débats politiques une autre fois. Je vous propose de vous poser encore une question. Alors je crois qu'il vient de Plaza. Lorsqu'on a l'impression que notre projet est bloqué par le fait d'être une femme, que faut-il faire ? Comment agir ? Quels sont vos conseils ? Et je pense que chacune d'entre vous peut y répondre parce que forcément, vous avez été confrontée, même sans être forcément bloquée et contrainte, mais voilà, il y a des obstacles à surmonter. Il faut vous trouver des alliés. Il faut vous trouver des alliés. On n'avance pas seul. Il y a des moments où on est bloqué, effectivement, on a besoin d'aide, on a besoin d'alliés pour avancer. Donc c'est très important de pouvoir justement s'appuyer sur des réseaux en interne. Parfois, ça peut être utile de faire appel à un coaching externe parce que ça peut aussi, peut-être que votre projet, il va vous aider à reformuler votre projet, la manière de le porter. Donc voilà, il faut se trouver des alliés. Juliette, tu voulais partager éventuellement aussi une expérience, un conseil ? Non, je suis en phase avec Elisabeth sur le fait de se trouver des alliés, de persévérer surtout. Je pense que c'est vrai qu'on peut avoir des points bloquants, c'est compliqué, mais voilà, il ne faut pas se décourager. Je pense qu'il faut aussi porter le fait d'être une femme. Et même si on a l'impression que c'est un point bloquant, tout faire donc à travers des alliés, à travers de la persévérance, parce que je sais que c'est compliqué. J'ai déjà eu des expériences où j'avais l'impression, où j'étais pas sûre, parce que parfois on doute aussi de savoir si c'est notre genre qui pose problème. Mais ce que j'ai pu voir, en tout cas dans mon livre sur le numérique, pour prendre l'exemple du secteur du numérique, c'est que le numérique n'a pas de genre. Et peu importe le projet également, en fait, c'est vraiment une question de persévérance, de compétence et de motivation. Donc voilà, mon conseil, c'est de se battre pour faire avancer ses projets, et peu importe son genre. Bon, merci. Comme on le disait, effectivement, ça commence par l'autocensure. Donc déjà, surmonter celui-ci
Et je pense que les stratégies que vous avez évoquées sont les bonnes. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Alors, elle est quand même plus ciblée pour Elisabeth. C'était les objectifs pour l'année 2021 de la Fondation Orange. Est-ce qu'il y a des projets liés à l'autisme, par Bien exemple? sûr. Voilà. Question. Bien sûr, puisque la Fondation fête ses 30 ans d'engagement sur le terrain de l'autisme cette année. Donc, on va bien entendu poursuivre nos projets. Alors, beaucoup de projets où le numérique, là encore, l'utilité du numérique, le numérique permet aux enfants, aux personnes autistes à mieux apprivoiser leur environnement ou à mieux entrer dans les apprentissages avec des tablettes, avec des programmes spécifiques pour les non-verbaux, par exemple. Un exemple d'un beau projet qui a été soutenu par la Fondation, c'est un projet qui s'appelle le Cube, qui est implanté à Tours, où il y a un centre de recherche excellence autisme. Et c'est un dispositif de réalité virtuelle, parce qu'on sait que beaucoup d'enfants autistes ont du mal avec les stimulations de l'environnement extérieur, le bruit du métro, le bruit de la foule. Et donc, c'est un dispositif de réalité virtuelle qui permet, où on reproduit ces situations qui peuvent être source d'anxiété pour les enfants. Et donc, ça permet, c'est très spectaculaire, ça permet vraiment des vrais progrès sur l'adaptation à l'environnement. On continue d'accompagner ce dispositif formidable qui a été lancé il y a 2 ans, si je ne m'abuse, 1 ou 2 ans, qui est 2 ans, oui. Autisme Info Service, qui est une plateforme qui fournit des conseils à des parents qui sont inquiets, qui ont des enfants qui ne sont pas encore diagnostiqués, mais qui se posent des questions. Donc, ils reçoivent une écoute, on les oriente, Autisme Info Service les oriente vers des professionnels de leur région. Et ça, c'est une vraie avancée. On est très fiers de soutenir ce projet parce qu'on sait qu'un des enjeux, le premier enjeu sur l'intégration des personnes autistes, c'est poser un diagnostic le plus tôt possible pour après offrir le meilleur accompagnement possible. On est aussi aux côtés des adultes puisqu'on finance des dispositifs d'habitat partagé où des adultes autistes peuvent vivre en autonomie. Ils ont chacun leur studio et puis un environnement commun, une salle commune avec des accompagnants. Et on a développé notamment ce dispositif avec l'entreprise Andros qui emploie des personnes autistes. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de belles actions. Et puis que je souhaitais mettre en avant, mettre en cohérence aussi avec notre politique diversité. Donc nous lançons un programme de recrutement de autistes à haut potentiel parce que on a d'un côté une pénurie dans des secteurs clés de notre groupe, la cyberdéfense en l'occurrence, et de l'autre côté, on sait que certains autistes au potentiel ont des compétences extrêmement pointues dans ces domaines. Donc, on est en train de mettre en place un programme de recrutement avec tout l'accompagnement parce que ça ne fonctionne que si il y a une sensibilisation, un accompagnement de l'équipe de ce collaborateur et de son manager surtout. Donc on est au démarrage, on est au tout début, mais c'est en train de prendre forme. On a fait un premier recrutement chez Orange Cyberdéfense justement. Donc voilà, en cohérence avec ce que la Fondation fait déjà sur ce terrain. Ouais, des très beaux projets en perspective. Moi, je voulais vous remercier, mesdames, et vous demander si vous aviez un mot pour la fin, qu'on puisse libérer et vous et les autres pour aller déjeuner peut-être tout de même, s'ils n'ont pas mangé pendant l'émission. Mais aviez-vous un mot pour la fin à partager avec nous? Alors, Juliette, tu m'excuseras, mais je te piquerai un mot que tu as employé, mais parce que c'est la clé. Persévérance, ce mot qui résonne aujourd'hui jusque sur la planète Mars, c'est ce joli mot français. C'est vraiment la clé quand effectivement parfois on a le sentiment de se heurter au plafond de verre. Enfin voilà, moi je pense que mon parcours en est la preuve et on a tous les ressorts en nous. La motivation, la détermination et cette persévérance pour faire bouger les lignes. Merci Elisabeth. Juliette? Alors moi,
je vais faire un peu plus d'un mot, mais plutôt une phrase que j'ai vue passer donc, de la part de mon ancienne responsable d'alternance, qui disait en fait que le 8 mars, c'est un jour pour convaincre, mais 364 autres jours pour agir. Donc voilà, osons. Et puis, je voulais conclure là-dessus sur le fait de dire que c'est un combat, Du c'est un quotidien. combat qui ne dure pas qu'un jour. Voilà. Ouais, tu as parfaitement raison. Et encore une fois, un grand merci à toutes les deux. Je voulais insister sur voilà le temps que vous nous avez accordé ce midi aujourd'hui, parce que vous partagez encore une fois voilà une énergie, des messages qui sont encourageants, qui donnent envie. On avait retenu aussi ce mot pendant l'émission du 8 mars qui était d'oser. Je pense que voilà on peut reprendre aussi un petit peu ces éléments-là. Je voulais vous rappeler à toutes et tous qui regardaient que cette séquence a été enregistrée, que vous pouvez la retrouver en replay donc sur le Plaza. On a également proposé un quiz auquel vous pouvez répondre et à l'issue de ce quiz, vous pourrez gagner des livres ou un livre de Juliette au moins et que vous soyez plusieurs gagnants. Donc, il faut juste que vous écoutiez attentivement cette séquence ainsi que l'émission du 8 mars que vous pourrez retrouver également sur le Plaza. Je voulais vous dire un grand merci et qu'effectivement, on peut s'exprimer toute l'année sur cette thématique. J'ai envie de vous dire que, voilà, si vous êtes en manque d'action, d'idées, de soutien même, de partage, alors que ce soit de bonnes pratiques ou de situations un peu complexes sur lesquelles vous souhaiteriez échanger avec vos collègues, voilà, ces deux plazas sont à votre disposition. Ils sont là pour vous. C'est une place de partage et d'échange. Le Plaza Diversité et Inclusion pour le groupe, ainsi que celui de Winity pour l'égalité et la mixité professionnelle. Un grand merci à vous et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Naïma pour l'animation. Merci à vous. Au revoir. Et merci Juliette pour l'échange. Au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.